Nous sommes en direct des studios du Frantuguais Mag et aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Yves Léonard. Yves Léonard est historien, Exact. comme je l'ai indiqué, fan du Portugal. Fan du Portugal depuis de longues années. Et je crois que j'ai dû te découvrir il y a une dizaine, quinzaine d'années, grâce à ce livre que j'ai mis ici. Mhm. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, au travers du Luso Journal, qui avait parlé de ce livre. Oui, bah, c'est un des livres oui, qu'on a publié chez Chandaigne. C'est un peu une référence pour l'histoire du Portugal. C'est une synthèse, donc il est relativement facile à lire, relativement complet et puis actualisé puisqu'on a fait plusieurs éditions. Donc c'est vrai qu'il a connu un certain succès. Il est édité souvent et les lecteurs en général s'en plaignent pas trop parce que dans un format de poche, on arrive à avoir à peu près l'essentiel de plusieurs siècles d'histoire. Voilà. Alors moi, je t'ai découvert Yves au travers de ce livre. Alors c'est pas l'édition que j'avais acheté à l'époque. C'est vrai, je suis parti la chercher hier à la librairie Chandaigne, puisque ma première version, elle est chez mes parents. Hola papa, hola maman, bisous. Ils sont revenus du Portugal il y a pas longtemps. Et je suis parti la chercher. Du coup, bah, justement, à la librairie, ils m'ont dit, bah ça tombe bien, t'auras comme ça une édition réactualisée. Je t'ai découvert au travers de ce livre. Et moi, la première chose qui m'avait surpris, c'est que Yves Léonard, bah, quand j'avais du coup commencé à rechercher, c'est que tu n'es pas du tout portugais. Non, non, pas du tout. Et j'ai pas changé le patronyme, hein. Je m'appelle bien Léonard. Et mon prénom témoigne par contre d'un tropisme et d'un attachement à la Bretagne par mon père. Et peut-être que ça explique en partie mon intérêt, ma passion pour le Portugal, parce qu'il y a quand même des similitudes. C'est aussi un Finistère là-bas. Et voilà, donc non, j'ai pas au départ, du moins, j'ai aucun lien avec le Portugal. C'est venu plus tardivement, à l'âge de 20 ans. Et depuis que j'ai 20 ans, c'est-à-dire avant-hier, ça fait maintenant un long parcours au Portugal et une passion qui s'est transformée, passion touristique au début, une passion sentimentale, puisque j'ai vécu avec une jeune femme d'origine portugaise, avec laquelle j'ai eu deux fils qui sont maintenant très grands. De Frantuguais, Deux Frantuguais, du coup. voilà, qui sont binationaux. Et voilà, et c'est parti de là. Et après, évidemment, la vie est passée, mais l'attachement, la passion pour le Portugal s'est intensifié. Et puis, comme je faisais des études d'histoire, ben, je me suis un peu intéressé en historien à ce beau pays. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que foi amor à primeira vista? Je pense qu'il y a eu quelque chose comme oui, on peut même parler de coup de foudre, qui est à la fois un coup de foudre sentimental, mais un coup de foudre pour les paysages, l'ambiance, l'accueil. J'y ai été tout de suite sensible, j'avais 20 ans, c'était un été, voilà, j'en garde un souvenir intact. Et chaque fois je me le remémore parce que, comme on dit souvent, ça évite de vieillir, quoi. On reste toujours jeune parce qu'on se rappelle ses 20 ans et on se dit que c'est peut-être la plus belle période de sa vie. Et cette passion, cette découverte du Portugal m'a toujours guidé ensuite, je m'en suis toujours souvenu, comme d'un moment fort, un moment clé de mon existence, en fait. Et moi, du coup, en faisant mes recherches, j'ai vu une de tes interviews, tu expliquais justement que après cette découverte du Portugal, ce coup de foudre, cette passion, bah, tu as commencé à te spécialiser, dans ton métier d'historien sur l'histoire du Portugal. Oui, parce que c'est toujours pareil, quand on fait des études d'histoire, quand on atteint un certain seuil, eh ben, il faut se spécialiser, il faut trouver des thèmes de recherche, des thèmes d'études. Au début, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser, quand je faisais ma maîtrise, je vais m'intéresser à l'histoire des guerres péninsulaires, des guerres napoléoniennes. Bon, puis quand on est français et qu'on travaille sur les guerres napoléoniennes au Portugal, c'est Ils pas n'ont pas laissé terrible. un super bon C'est souvenir. pas un super Les troupes de souvenir. Napoléon, notamment au Voilà, Mosterio. voilà, exactement. Puis moi, je travaillais en plus sur la deuxième campagne, celle du maréchal Soult à Porto. Alors, c'était pire parce que ma première épouse était de Porto et Portuense. Alors, je me suis dit, quand même, c'est peut-être pas leur rendre un grand service. Puis moi, ça me plombait un peu. Donc, j'ai remonté un peu le 19e siècle et je me suis intéressé plus à des questions relatives à l'idée coloniale, à la question de la dictature aussi. Et c'est venu comme ça. Et bon, après, comme à Sciences Po notamment, ben, j'ai été accueilli pour faire les études en troisième cycle, master, Oui, comme puisque on là, on dit. peut le préciser, aujourd'hui, tu es professeur, tu donnes des cours à Sciences Po. Oui, oui, ça fait, voilà, j'ai un long attachement avec cette maison et ça fait des années que j'y enseigne, après y avoir été étudiant et avoir fait ma thèse de doctorat là-bas. Et donc, c'est à Sciences Po que j'ai été accueilli pour faire ces recherches
avec des enseignants qui n'étaient pas spécialistes du Portugal. Ça qui est très fort, c'est-à-dire que j'avais mes directeurs de thèse, mon directeur de thèse, Serge Bernstein, n'était pas un spécialiste du Portugal, mais il m'a accueilli parce que lui, il s'intéressait à la question des dictatures, la nature de ces régimes et tout. Et ça l'intéressait diablement d'avoir un doctorant qui approfondisse toutes ces questions. Donc c'est parti de là, en fait. Et c'est très bien parce que cette notion de passerelle, d'être un passeur entre plusieurs cultures, moi-même j'ai été gratifié par la confiance que m'ont témoigné ces maîtres pour moi, comme Serge Bernstein et quelques autres. Et donc j'ai voulu ensuite transmettre aussi à ma manière, avec des gens qui ne connaissaient pas vraiment et forcément le Portugal. Et moi, ça a toujours été ma démarche, c'est de rendre le plus accessible possible l'histoire de ce pays, la rendre attractive, convaincre, parce qu'on a une démarche vraiment militante quand on fait ça. On se dit, il faut vraiment convaincre mes auditeurs de la pertinence de mon propos. Et souvent, d'ailleurs, on me posait la question, à Sciences Po et ailleurs, mais pourquoi le Portugal? Et pourquoi le Portugal? Parce que c'est magique. Parce que c'est magique, mais surtout, il faut la recherche académique, parce qu'il n'y a pas de tradition, surtout sur l'histoire très Mais contemporaine. moi, je dirais que jusqu'à avant, il y a 15-20 ans, en arrière, on n'entendait pas trop parler d'histoire du Portugal. Moi, dans mes cours d'histoire déjà, et donc Mm. jusqu'au bac et autres, et un peu après, mais on avait un ou deux trucs sur le Portugal vite fait. Un petit point de couleur représentant le nombre de soldats ayant participé à la Première Guerre mondiale d'origine portugaise, et puis c'est tout. Exactement, c'était tout, très peu de choses et souvent des visions tronquées, en Mhm. plus par le biais, en plus justement en France de toute l'immigration portugaise, dont les stéréotypes étaient très très présents. Et donc le Portugal contemporain n'était pas jamais considéré à sa juste place. Alors que moi et quelques autres, on a toujours essayé de montrer que justement le Portugal, c'est très intéressant parce que une Une des république premières républiques en Europe. précoce en 1910, la question de la dictature de ce régime très particulier, de ce Salazar dont beaucoup parlaient, mais en confondant un peu tout, le docteur Salazar comme si c'était un médecin, ou le général Salazar, bref, comme si c'était le général Alcazar ou je ne sais quoi Ouais. des bandes dessinées de Tintin. Bref, on était sur quelque chose de très tronqué, et puis sur le temps présent, la question coloniale bien évidemment, et la révolution des œillets. Et donc tout ça était une espèce de méli-mélo, C'était sans très flou. consistante, très C'était flou. très flou. Les gens, c'est comme si les gens avaient entendu parler de ces choses qui ont eu un retentissement énorme, puisque c'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que en ce moment, tu sors un nouveau livre. On va parler du prochain qui sort en avril, mais celui-ci qui correspond à cet anniversaire incroyable, qui est à la fois une marque importante, mais qui est en même temps tellement jeune. Mhm. 50 ans de la révolution des œillets portugaises, dont tu signes la direction du dossier dans le célèbre magazine Histoire, disponible en ce moment dans tous les kiosques, dans toutes les librairies, et qui permet de redécouvrir et de ne pas oublier, d'approfondir aussi bien ce dossier dans le magazine que ce livre que tu sors. C'était quoi les 50 ans, la révolution des œillets? Et pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, ça a été le début de la fin des dictatures d'Europe vieillissante, Espagne, Grèce et Portugal, les trois. Et c'est le Portugal Qui a qui ouvert le a, bal. qui a ouvert le bal. Oui, 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 ben ça aussi, c'est un point bon, qui était connu, mais qu'il faut toujours rappeler. La révolution des œillets, le jeudi 25 avril, c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle phase de Et même démocratisation. pour l'Europe. Pour l'Europe, c'est très très important, parce que ça a précédé la Grèce des colonels, ça a précédé l'Espagne franquiste, et ça a beaucoup inspiré, même si ça n'a jamais été reproduit à l'identique, ça a aussi inspiré en Amérique du Sud, ça a aussi inspiré en Europe centrale et orientale, quand il y a eu la chute du mur. Ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, on a parlé de révolution de velours à ce moment-là, et c'est vrai que l'inspiration, elle venait aussi un peu des œillets portugais. Après, dans les printemps arabes en Tunisie, on a parlé de la révolution des jasmins, et avec la symbolique de la fleur, justement, qui est très forte. Bon, ça n'a jamais été calqué à l'identique, parce que c'est très singulier, la révolution des œillets, mais c'est vrai que ça a servi de source d'inspiration, et ça a beaucoup, beaucoup marqué des générations entières. Et puis, on avait souvent l'idée de révolution égale violence, brutalité. Révolution des œillets portugaises. On va découvrir avec toi, au travers du magazine et puis de notre discussion, pourquoi on en est arrivé à l'appeler révolution des œillets. Mais on l'oublie trop souvent, mais une révolution qui s'est passée en plus ou moins une journée, 24 heures, et avec, on l'oublie aussi, on dit souvent qu'il n'y a pas eu de mort. Il y en a eu. Il y en a eu 4 plus 4 1. le jour même, 4 plus 1. 4 plus 1. 4, Après, on peut remonter avant, aux guerres coloniales qui s'inscrivent dans. Voilà. Mais le jour même de la Révolution, ça a été une révolution qui s'est faite avec très peu de sang. Dès le départ, la préoccupation était de préserver le sang de quel que soit le camp.
Oui, il y avait cette volonté parce que les capitaines, ils avaient tous combattu, outre-mer. Ils avaient battu en Guinée, en Angola, Mozambique. Ils savaient que la guerre, c'était très violent. C'était le Vietnam du Portugal. On parlait de la Guinée comme d'un Vietnam portugais et c'était l'horreur. Donc ils s'étaient jurés un peu entre eux, de manière, une grande camaraderie, une fraternité d'âme qui les unissait, de faire quelque chose où on ne tuerait point. Mais d'un autre côté, ils s'étaient aussi préparés au pire. C'est-à-dire que quand la journée du 25 avril commence, quand ils ont préparé cette journée, ils avaient conscience que ça pouvait mal tourner. Donc il fallait avoir des armes et des munitions. Et ils se sont arrangés pour avoir des armes et des munitions pour pouvoir riposter si besoin. Si besoin. Et avec cette volonté très grande d'être le plus pacifiste possible, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Mais au petit matin, dans la matinée, ça aurait pu tourner différemment. La fameuse scène du capitaine Salgado Maya avec l'opposition des forces restées fidèles au régime, un général qui défend le régime, qui demande de faire feu sur Maya et les Oui, parce jeunes qu'on officiers. l'oublie, mais dans le camp d'en face, il y a eu l'ordre. Oui, L'ordre a été donné de euh, tirer sur les soldats rebelles. Eh oui, on demande de tirer sur Maya et les autres, et ils le font pas. Les soldats, ils tournent leurs fusils, ils refusent d'exécuter les ordres. Et la même chose, il y a une frégate qui est sur le Tage devant le Terreiro de Pass pour tirer sur les ministères là où se trouvent les soldats insurgés. Et finalement, ils vont pas tirer parce que là aussi, ceux qui doivent exécuter l'ordre ne le font pas. Mais ça aurait pu à ce moment-là basculer dans un bain de sang. Et les communiqués du mouvement des forces armées, c'est de dire au petit matin, un peu restez chez vous. Et voilà, on est en train de faire quelque chose d'important, mais pour éviter qu'il y ait des débordements et que ça se passe mal, prudence. Voilà. Et qu'est-ce que font les Portugais en entendant tout cela? Et ils sortent. Ils sortent. Mais ils sont déjà sortis parce que ceux qui vont travailler à Lisbonne, qui viennent de l'autre rive du Tage, ils ont traversé au petit matin pour aller travailler. Et ils ont vu, parce qu'ils sont déjà sur place, ceux qui entourent Maya, qui sont sur le Terreiro do Passo. Et ils se demandent bien ce qui est en train de se passer parce que on se dit que quelques mois auparavant, il y a eu le Chili, il y a eu Pinochet. Et quand on a vu les soldats dans la rue, c'était pas pour établir la démocratie et la liberté. Donc, on se demande un petit peu ce qui se passe, mais très vite, ils prennent la mesure, la conscience, et puis les communiqués du mouvement des forces armées aussi, qui vont un peu dans ce sens, tout en incitant à la prudence. Et la scène clé, ben, c'est celle qu'on a évoquée, c'est-à-dire quand Maya se rend au contact, et ses officiers, des troupes restées fidèles, et qu'ils ne tirent pas. Et là, ils se disent, mais le pouvoir est en train de vaciller. Et à partir de ce moment-là, la foule afflue de plus en plus. Et la foule, les gens qui sont dans la rue, c'est essentiel pour comprendre d'abord que le coup d'État devient une révolution et surtout qu'il y a cet appui populaire qui va être essentiel tout au long de la journée du Et qui 25 va faire avril et ensuite. qu'il va y avoir révolution et qu'on va aller vers une transition démocratique parce qu'on l'oublie trop souvent. Mais en fait, au Portugal, le 25 avril, dont on va célébrer les 50 ans, le 25 avril prochain, 50 ans d'une révolution, 50 ans de liberté retrouvée, de démocratie, ça a commencé en fait par, finalement, c'est un coup d'État. Oui, ça a été conçu comme un coup d'État, c'est C'est des l'opération. militaires qui se mettent en route. Bah, c'est des militaires qui, contre la hiérarchie, hein, c'est quand même des officiers intermédiaires, des capitaines, des majors, qui se sont organisés, le mouvement des capitaines devenu mouvement des forces armées, au départ pour des raisons corporatistes et aussi pour mettre fin à ces guerres coloniales et qui se disent le seul moyen d'en finir avec ces guerres coloniales, finalement, puisque le régime ne veut pas évoluer, bah, il faut renverser le régime. Donc l'idée commence à germer à l'hiver qui précède bah, de faire un coup d'État pour mettre fin à ce régime. Et tout ça se met en place au tout début, à la fin de l'hiver, au tout début du printemps, pour organiser en une journée cette prise de contrôle des centres de décision, c'est-à-dire les ministères, les médias, les communications, pour couper effectivement le régime de toute capacité de réagir. Mais c'est un coup d'État et seuls deux officiers supérieurs, deux généraux, sont un peu dans la boucle. On va beaucoup en parler après. C'est le général Spinola et puis le général Costa Gomes, qui sont, eux, des hauts militaires de haut rang, mais qui se sont rapprochés des capitaines. Et même le général Costa Gomes a été identifié comme celui qui pourrait un peu porter ensuite le discours et donner de la légitimité, parce que ce ne sont que des officiers intermédiaires. On est dans une société très hiérarchisée et une société à caste où les grades, etc., ça compte énormément. Et donc, pour ces jeunes officiers, bah, il leur faut une légitimité. Et c'est finalement Spinola qui va leur donner, dans l'après-midi du 25 avril, en obtenant la reddition
du président du conseil, Marcelo Caetano, qui s'était réfugié à la Casa du Carme et qui va être entouré par la foule qui est très présente au Carme et le fameux porte-voix du capitaine Qui est Maya. devenu célèbre. Il y a Léonel d'Oliveira qui nous dit: je suis né le 25 mars 74 et moi aussi je fête mes 50 ans. Je vais aller acheter le magazine et faire découvrir à mes enfants le principal éventuellement de l'histoire du Portugal. Et je suis d'accord avec ça parce que je vais juste lire le livre que tu sors. C'est aux éditions Chandaigne. D'habitude, on commence un livre par la fin, par le début. Moi, si tu es d'accord, On connaît la fin déjà. on connaît la fin. Mais je vais me permettre de lire aussi, parce que moi j'y crois dur comme fer. J'ai fait 3 à 4 vidéos, ce doit être un des thèmes que j'ai le plus traité aussi, parce que je me sens concerné. Parce que bah voilà, nos histoires, si on est en France, il y a une raison. Et je pense personnellement qu'il ne faut pas oublier de pourquoi on est venu, bah, peut-être aussi pour tracer notre avenir dans des bonnes conditions. Tu écris: c'est donc en arrosant régulièrement les œillets d'avril que la révolution portugaise gardera une actualité. C'est en arrosant les œillets que les générations qui n'ont pas vécu l'événement, les plus nombreuses aujourd'hui, ne pourront en avoir terminé avec elle, même si elle a perdu une partie de sa force mobilisatrice, car l'histoire des œillets n'est pas celle d'un échec, mais bien une source inépuisable d'encouragement et d'espoir, avec pour phare Grandola, la version immortalisée par Zec Afonso, mais aussi celle enregistrée en 2021 par Cecilia Krull pour la saison 5 de la série Casa de Papel, et pour lui redonner un coup de jeune, fût-ce en mode commercial, où Bella Ciao est devenue l'hymne des braqueurs de la série. Et oui, dans cette série, ils ont repris Grandola Villa Morena. J'avais fait une vidéo sur ce sujet parce que quand j'avais vu le résumé sur Netflix de la sortie de la nouvelle saison et que j'ai reconnu Grandola dans une version différente, mais j'ai trouvé ça magique. Et j'ai percuté que quasiment personne n'avait fait attention à ça. J'ai fait une vidéo exprès parce que du coup, il y avait une symbolique très forte. Cette chanson, aujourd'hui, elle a dépassé le cadre national. Oui, oui, ah ben c'est Grandola Villa Morena, c'est une chanson, iconique. C'est-à-dire, c'est ce qui incarne la révolution avec ce texte magnifique, cette voix, puis cette histoire merveilleuse qui entoure, Zec Afonso. C'est vraiment un grand texte, une grande chanson, enregistrée en France d'ailleurs en 1971, quand il était dans le 95. ouais, quand il était en grande difficulté, parce qu'il était évidemment, c'était un chant contestataire et il était évidemment, sous le coup de la police politique et de la surveillance généralisée qu'avait instauré le régime de longue date. Et donc c'est une magnifique chanson avec un texte qui a une grande force, hein, finalement le Au peuple qui pauvre, commande. et Major Ah oui, c'est une phrase, et sur tous les visages, l'égalité, l'égalité. À Grandola, c'est un très très beau texte. Et le génie, en fait, c'est toujours pareil, l'actualisation avec la série de Casa de Papel, c'est aussi de lui redonner un coup de jeune. Et moi, la preuve, moi je ne l'avais pas repéré, c'est ma fille, qui à Ah, l'époque avait un peu moins de 20 ans, qui m'a dit, mais on l'entend sur. Et moi, ça m'avait échappé, donc je cite mes sources. Et après, j'ai regardé, j'ai écouté, effectivement, je me suis dit, ça, c'est quand même une idée pour actualiser un texte, lui redonner une force, même si c'est à des fins commerciales, etc. Ça a une grande pertinence. Parce que mais c'est ça en la clé. général, quand un réalisateur choisit une bande son, une Ouais, oui. musique, c'est jamais trop au hasard. Et même si le film, voilà, c'est une série, c'est sur Netflix, elle en était, je crois, à sa 5e saison. C'est la cinquième 5e saison. saison, ouais, donc c'est ça. Euh, Moi, je regardais, j'étais avec ma chérie à côté de moi. J'ai dit: mais c'est Grandola Villa Morena. J'ai dit: mais non, c'est pas sa voix. Non, c'est pas Zek, mais c'est les paroles, écoute bien. C'est ça, ouais, et ça pour des jeunes notamment, parce que la clé elle est là, hein, je le dis là dans ce texte, c'est-à-dire que Transmettre. on est 50 ans après, donc les acteurs principaux sont en train de disparaître, la plupart. Otelo de Carvalho est décédé il y a maintenant près de 3 ans, la plupart ne sont plus là, donc on passe de l'ère un peu du témoin et des acteurs, donc de la mémoire vive à l'histoire, et donc ce passage il est toujours compliqué parce que il faut justement lui donner, il ne faut pas que ce soit quelque chose de figé. La commémoration, c'est très important, mais les commémorations figent un petit peu. Il y a un côté institutionnel. Il faut que le 25 avril reste quelque chose de très vivant, qui est un écho auprès des jeunes, qui signifie quelque chose. Et donc ça, il faut le porter, il faut l'incarner. Pour ça, je dis arroser les œillets, mais c'est une image. Mais il faut en permanence avoir le souci de le rendre très vivant, très actuel, pour montrer que ces idéaux d'avril, ce qui a conduit ces capitaines et puis la société civile,
ville, à s'emparer. C'est ce torrent qui a déferlé à Il ce y a eu moment-là, le il reste 25 fort. avril, mais derrière tout ce qui s'est passé Mais jusqu'au oui, 1er mai, les manifestations, c'était incroyable. Enfin, moi, je n'ai pas vécu donc tout ça, mais du coup, il y a les livres, oui, il y a le film de Maria de Medeiros, oui, il y a des documentaires, beaucoup, oui. il y a eu un film qui est sorti il y a quelques années avec des acteurs qui racontaient l'histoire de journalistes français coincés sur place Les dans grandes une ondes. camionnette. Grandes ondes. C'est ça. Si vous l'avez pas vu, à voir aussi. Ils C'est, venaient de Suisse. c'était de Suisse. Oui, oui, il venait de RTS, là. Mais c'était très intéressant. C'est Oui. l'envers un petit peu. On voit par le bas au quotidien comment tout ça se passe, avec l'effet de surprise, même d'étonnement. Ils sont complètement perdus. Et c'est un film très intéressant, effectivement. Et du coup, bah voilà, on arrive aux 50 ans. Comme tu le disais, bah, les acteurs commencent à disparaître. Et moi, je reste persuadé que c'est un flambeau important parce que, pour la petite histoire, je le raconte dans mon spectacle. Comme beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, bah voilà, la première fois où ma famille, qui avait quitté le Portugal, mon père à Salto, et ma mère, elle, par contre, avait obtenu des papiers pour venir Mhm. travailler avec les quotas qu'avait mis en place le gouvernement portugais. Août quand même 74 restera la première année, comme je te le disais en off, pour plein de Portugais, des milliers de Portugais, la possibilité de rentrer légalement, enfin, sans peur, sans inquiétude, au Portugal, avec ce fameux tampon, août 74, avec la date exacte. Mhm. Donc cette révolution, bah, c'était le début aussi pour les populations qui avaient migré du retour à la liberté. C'était pas que pour les Portugais. On était en France, on était dans un pays libre, mais le fait de retourner librement au Portugal, bah, c'était à partir de août 74 seulement. Oui, oui, mais c'est effectivement, il y a une ouverture. Si tu reçois un jour Vitor Pereira, il t'en parlera encore bien mieux que moi parce que il connaît parfaitement tout ça et c'est un de ses sujets de prédilection. Mais ça a été le 25 avril, c'est une liberté ouverte, c'est un horizon qui s'écarte et c'est l'espoir qui renaît. C'est ça qu'il faut retenir de cet événement hors norme. Et moi, je dis toujours, le 25 avril, et c'est pour ça, le côté militant que j'ai toujours, c'est bien sûr, ça intéresse le Portugal et les Portugais, mais ça intéresse l'Europe et les Européens, ça intéresse le monde entier. Et d'ailleurs, dans quelques jours, on va faire un colloque à Sciences Po là-dessus qui s'appelle le 25 avril, un événement de portée mondiale, pour justement mettre l'accent sur la dimension internationale, la portée qui est incroyable, la force incroyable qu'a cet événement. Parce qu'il ne faut pas le réduire justement, à une affaire, je dirais, de politique intérieure ou d'enjeux coloniaux qui sont déterminants, mais c'est véritablement quelque chose qui ouvre des horizons, qui ouvre des possibilités. Et c'est en cela que le 25 avril reste d'une grande actualité. 25 de abril sempre. Simple, Alors du coup, obviamente. alors ben voilà, on allait parler de ça. On a beaucoup parlé du livre, on a parlé d'histoire, mais si j'ai aussi du coup invité Yves Léonard, c'est parce que non seulement il parle super bien du Portugal, il parle d'événements importants, mais moi je pense que pour bien parler des choses, ils font bah, tu nous l'as dit tout à l'heure, on tombait amoureux, on devenir fan. J'ai noté historien, fan du Portugal. Il y a Virginie Auguste Vieira qui nous fait un hola de Dax. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes en France, au Portugal. Euh, Tu retournes aujourd'hui régulièrement au Portugal. Est-ce que le coup de foudre est resté? Est-ce qu'il est toujours là? Et aujourd'hui, à l'approche des 50 ans, euh, comment tu vois le Portugal aujourd'hui? Ah, le coup de foudre, ouais, il est resté, il a évolué évidemment. Et puis bon, j'ai perdu des cheveux, ils ont blanchi, donc tout ça évidemment, le temps a fait son œuvre. Mais ouais, je suis resté très jeune face à tout ça parce qu'il y a toujours cet étonnement, cette capacité de s'émerveiller. Puis bon, au fil du temps, j'y ai construit des relations amicales avec beaucoup de gens. Donc, évidemment, ça change les choses parce que au Portugal, aujourd'hui, et c'est tant mieux, ça en un certain sens, mais pas seulement, il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de Français qui vont au Portugal, mais pour des raisons touristiques et autres. Moi, j'y vais depuis très très longtemps et j'ai construit vraiment des liens très forts avec beaucoup de gens dans toutes les parties du territoire. Parce que à un moment, évidemment, j'étais beaucoup sur Porto et la vallée du Douro, mais voilà, Lisbonne, bien évidemment, l'Alentejo, qui est certainement ma région de cœur que j'adore quand je Avec du dors très bon là-bas, vin? quoi. Ouais, du très bon vin, mais pas seulement, quoi. C'est l'ambiance. La côte alentejane, c'est une Ça pure reste merveille. encore en plus la partie protégée des touristes. C'est fantastique. Je devrais pas trop le dire parce que voilà, il faut le garder effectivement un petit peu protégé. Donc moi, le Portugal d'aujourd'hui, il a beaucoup changé par rapport au Portugal que j'ai connu quand j'avais 20 ans.
parce qu'on sortait du post-74, de post-révolution des œillets. Il y avait encore, ça date un petit peu ma référence, il y avait encore le Conseil de la Révolution qui existait quand je suis arrivé la première fois à Lisbonne. Donc on les voyait avec les uniformes et tout. Puis c'était étrange, quoi. C'était débonnaire parce qu'ils étaient plutôt sympas. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs uniformes et tout. C'était le Conseil de la Révolution. Il a été supprimé en 82, il a disparu en 82. Donc c'était une ambiance très particulière. Et ça, je l'ai toujours ressenti avec une grande force. C'est resté assez intact, même si le Portugal a beaucoup évolué avec l'adhésion européenne, notamment à partir des années 80. Et bon, une modernisation avec tous ces bons et moins bons aspects qui se L'Euro sont... 2004 qui nous apporte des autoroutes. Ouais, l'Euro 2004 qui apporte des autoroutes, et puis une finale qui reste dans la mémoire collective. Mais On va pas en heureusement, parler. mais non, mais on a rendu l'appareil en France en 2016. Ça a été quand même un T'étais grand pour qui moment. en finale en Ben, 2016? moi, quand il y a France-Portugal, je suis toujours content, comme beaucoup. C'est que quel que soit le vainqueur, Tu as gagné. on a quelque part gagné. Mais j'étais quand même très mal à l'aise en 2016 par euh, les commentaires qui avaient été faits Ah, sur la victoire du Portugal. Donc j'ai pris la défense des Portugais. ça Parce t'avait que, gêné? ah oui, ah oui, ça m'avait gêné parce que là, on était justement c'était un mélange de condescendance avec tous les stéréotypes qu'on essaye d'évacuer sur le Moi, Portugal. j'avais mis ça sur le compte que je pense que dès le début, beaucoup de gens avaient senti inconsciemment que le Portugal n'avait pas la meilleure équipe que par rapport à d'habitude des bons joueurs, mais que par contre, ils ne lâcheraient rien, qu'ils étaient prêts à tout pour gagner, ce qui avait toujours manqué. Et moi, je pense que beaucoup de gens avaient senti ça. Du coup, cette résurgence de quelques blagues, stéréotypes, choses qu'on n'avait plus entendues depuis un moment et qui sont remontées en force. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait cette culture de la gagne incarnée par le capitaine de l'équipe, hein, qui est une figure emblématique, Cristiano, qui a porté vers l'avant, et alors il a été blessé au début de la finale, donc c'était quand même tout à fait étonnant. Mais moi, justement, avec le privilège douteux de l'âge, je me souviens de la demi-finale contre la France en 1984 sur le championnat d'Europe, Deux l'Euro. grandes équipes, les deux meilleures d'Europe Et à les deux l'époque. meilleurs d'Europe. Et à l'époque, je pense que le Portugal a été battu justement par absence de cette culture de la De la gagne dont gagne. tu parlais. Et Beau jeu, c'était mais Platini qui était en face. Et ils ont gagné à l'arrache, hein, dans les dernières minutes. Il y avait des prolongations. C'était très intense. Et l'équipe du Portugal, à l'époque, elle était magnifique en 1984. C'était une très belle équipe. Sans peut-être effectivement cette culture de la gagne qui a été inculquée aussi par des personnalités, Figo et puis lorsqu'ils Cristiano sont partis à à l'étranger. l'étranger. Ils ont acquis cette culture, effectivement, en jouant dans les très grands clubs européens. Et du coup, bah, c'est ce que tu racontes aussi dans tout plein de livres, parce qu'aujourd'hui, j'ai amené que deux livres, mais tu parles énormément des Portugais qui partent, des voyages, des découvertes, et notamment, bah, tout à l'heure, on parlait après des grands événements qui ont suivi la Révolution. On a parlé de l'Euro 2004, on a parlé, mais on aurait pu parler aussi de l'Expo, Oui. qui a été un grand moment et qui, elle aussi, était tournée sur quoi? Sur les océans. Oui, ben, c'est toujours cette ambivalence, c'est-à-dire que, euh, en gros, une forme de portugalité, on appelle ça l'exceptionnalisme portugais, c'est-à-dire cette capacité à être à la fois très continentale, Mhm. très nationale au sens enfin, péninsule ibérique, et cette propension à l'universel, à regarder vers les mers et cette culture de l'expansion maritime qui a fait que j'ai écrit un bouquin là-dessus sur l'histoire de la nation portugaise pour montrer que c'est une nation qui s'est construite aussi autour de cette question du rapport à l'outre-mer. Mais là encore, il y a beaucoup d'imaginaires, beaucoup de croyances fausses, hein, qui tournent autour de ça, y compris cette propension à l'universel, comment elle s'accompagne, comment elle se traduit aujourd'hui. Bon, c'est quelquefois aussi une manière de se dire, justement pour répondre à la fameuse carte de propagande du régime salazariste dans les années 30, Portugal non é um país pequeno, le Portugal n'est pas un petit pays. Ouais, c'était la doxa, la doctrine du régime salazariste. Et après, il a fallu en 75, quand l'aventure ultramarine a pris fin, il a fallu trouver de nouveaux horizons, trouver de nouvelles dynamiques. Ça a été pour partie l'Europe, mais pas seulement. Et justement, en l'accompagnant d'une forme d'atlantisme. Il y a eu la euh, création la de la CPLP, CPLP. voilà, la communauté des pays de langue portugaise, ce qu'on appelle la lusophonie derrière, Mm. qui était quelque part une réponse à travers la langue et la culture voilà, cette réduction de l'espace, des espaces qui avaient tant compté dans l'histoire du pays. Il a fallu composer avec tout ça. Et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs. Et l'Expo 98 est arrivé à ce moment où il fallait
Alors, toujours le côté commémoratif, 500e anniversaire du voyage en Inde de Vasco de Gama. Il a fallu utiliser cet argument pour, et puis une réponse aussi à l'Espagne voisine qui avait beaucoup célébré Nos meilleurs 1992. cousins, amis. Voilà, devient ni bon vin ni bon mariage, comme on disait. Eh ben, il a fallu. Exact. Voilà. On me l'a encore ressorti samedi dernier Ben après le oui, spectacle, parce oui, que j'avais fait une petite blagounette et il y a quelqu'un en direct dans le public, elle me l'a sorti en portugais. exactement. Et donc voilà, il a fallu trouver des arguments. Et à la fin des années 90, c'était une manière de dire, voilà, quelques années après, 25 ans après la révolution des œillets, voilà où nous en sommes, quoi. En tout cas, voilà, on va rentrer dans un mois de célébration important. Il appartient à chacun d'entre nous de préserver la mémoire des événements qui créent notre histoire et qui racontent la nôtre. Moi, je suis né en France, voilà, comme beaucoup de monde. Je serais pas né en France s'il n'y aurait pas eu la dictature, s'il n'y avait pas eu Heu, tout plein de choses horribles qui se sont passées pendant cette dictature aussi, n'oublions jamais. Ce que je raconte aussi dans le spectacle, c'est ça, c'est qu'à un moment, ce malheur a fait le bonheur de mes parents qui se sont rencontrés ici et du coup, bah, le mien puisque je suis né et ça raconte aussi ça et c'est ça qu'il faudra aussi, j'espère, que ce sera, bien mis en avant, l'histoire aussi révolution, côté luso-descendance, mais aussi portugais qui ont dû partir à l'étranger. Puisque du coup, bah, voilà, on parle des gens en France, Belgique, Luxembourg, aux États-Unis. Quand j'avais été à New York, je crois que la communauté aujourd'hui, elle représente entre 300 et 500 000. Pareil, on ne sait pas exactement chiffrer, Ouais. mais ça représenterait juste sur New York 300 à 500 000 personnes, beaucoup d'Assoriens qui ont Voilà. quitté. Cette diaspora, elle est aujourd'hui dans le monde entier, de par le fait de cette dictature. Oui, alors la dictature, effectivement, a renforcé tout ça. Bon, mais il y a toujours une Il y grande a toujours eu, mais tradition migratoire au oui, Portugal, qui c'est un peuple qui s'est souvent projeté pour des raisons liées aussi au développement insuffisant de l'économie portugaise. À la fin du 19e siècle, une émigration massive vers le Brésil, qui était aussi une sorte d'Eldorado, enfin perçu comme tel. Et du coup, il y a toujours eu cette grande tradition un peu de mouvement de et population qui au s'est Portugal. accéléré dans les années Et qui 60. s'est accéléré, alors oui, sous le fruit, alors d'une part bon, de la pauvreté, Ouais. hein, des difficultés de vie, des retards accumulés par le pays au fil des décennies, et notamment pendant la dictature salazariste, et puis aussi par les guerres coloniales qui, à partir du début des années 1960, le durcissement, l'allongement de la durée du service militaire, la conscription, qui ont conduit beaucoup de jeunes Portugais, hommes, à fuir cette conscription et à partir dans des conditions de clandestinité, sous différents réfractaires au service, insoumission, désertion, pour ne pas Et qui combattre. explique que du coup, ce sont Et justement des il y a militaires qui eu, ont lancé aussi cette oui, révolution. ben oui, parce que eux, en plus, c'était des militaires qui étaient au contact justement de ces jeunes. Parce que c'est les officiers intermédiaires, les capitaines, les commandants, les majors, sont ceux qui commandent les compagnies au terrain, quoi, au plus près. Et ils se rendaient bien compte que ces jeunes recrues, il y avait un problème, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on leur avait vendu, on défend le Portugal éternel, on défend le Portugal du Minho à Timor, le Portugal, la nation une, pluricontinentale, etc., etc. Ben, ils y croyaient pas. Ils se rendaient bien compte sur le terrain que ça fonctionnait plus, cette histoire-là. Surtout que tout le monde, les autres pays européens avaient fait déjà la décolonisation. Et du coup, il a fallu, pour ces jeunes officiers, ben, et eux-mêmes souvent venaient, c'est la grande différence, venaient de milieux souvent assez modestes. Oui. Et donc, ils étaient au contact de jeunes qui n'adhéraient pas, qui faisaient cette guerre sans. Voilà, c'était dur en plus sur le terrain. Et donc, ils se sont dit au bout d'un moment, avec les moyens dont nous disposons, avec le contexte international, les vents de l'histoire soufflent contre nous. Et donc, il fallait trouver une solution politique à un problème militaire qui était sans issue. J'en profite du coup pour redire aussi, on a un gros coucou Virginie Auguste Vieira. Mes parents étaient migrés en 67 avec 6 enfants pour nous donner une vie meilleure. Voilà, je crois qu'il y a eu 800 000. Oui, Les chiffres sont pas. ouais. C'est toujours On très. parle de 800 000. Oui, autour du million Ouais. de Portugais qui sont venus principalement en France, mais aussi en Allemagne fédérale, en Suisse, au Luxembourg, durant les années 60. Il faut savoir qu'à la fin des années 60, le Portugal est le seul pays d'Europe occidentale à perdre de la population, à se dépeupler, alors qu'il y avait une natalité assez Ça veut forte. dire que je crois qu'il y avait 9 millions d'habitants à l'époque. Et Donc moins 1 million.
Oui, C'est disons une que les énorme chiffres chute. officiels, on est au début des années 70, autour de 8,5 millions d'habitants au Portugal. Donc c'est quand même un phénomène assez singulier de voir un pays avec une démographie forte, hein, des taux de natalité importants, etc., voir sa population diminuer parce qu'effectivement, il y a tous ces phénomènes migratoires qui vont littéralement plomber le régime et l'économie du pays. Du coup, si vous voulez en savoir plus, parce que voilà, une émission du Franchi Mag ne suffirait pas, mais voilà, ça fait longtemps que je te connaissais, que je te suivais. J'en profite pour remercier encore le Luso Journal, les Carlos Pereira, qui dès qu'il y a un livre qui traite du Portugal, font le maximum pour en parler. Ils laissent pas en passer beaucoup. Et voilà comment j'ai découvert ce premier livre de toi. Histoire du Portugal. Voilà, vous pouvez le prendre, le découvrir pour vraiment partir à la découverte de l'histoire du Portugal. Et puis bah donc celui-ci, 50 ans de la révolution des œillets. Tu nous racontes la révolution des œillets minute par minute, quasiment. Oui, alors c'est une synthèse, mais effectivement, surtout dans le livre, il y a effectivement cette volonté ouais, de faire vivre, de donner à voir et à vibrer autour de cette chronologie qui est quand même très ramassée, hein. On a souvent dit, c'est l'unité de temps, de lieu et d'action, hein. En une journée, eh bien, la dictature est renversée, sans trop d'effusion de sang, comme on l'a rappelé. Et c'est quelque chose de très minuté. Mm. Et ça correspond bien aussi à l'esprit d'Otello Carvalho et ceux qui ont conçu le coup d'État. C'est-à-dire, c'était quand même assez précis. Ils avaient les lieux, l'organisation. Il a fallu le mettre un petit peu en musique, en cohérence avec sa Mais on voix. pourrait, il y a quelques films qui ont déjà été faits, mais on pourrait même quasiment faire une série en étalant, en tirant. Je pense à la série 24 heures. Non, c'était 24 heures, 48 heures chrono, avec Kiefer Sutherland. Mais c'est de cet ordre-là. Et moi, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai commencé à m'y intéresser. Le minutage précis. À tel moment, on lance cette première chanson. À tel moment, on lance la deuxième. Et quand la deuxième est lancée, On y va. on ne peut plus reculer. Oui, il faut y aller. Mais il faut toujours penser que ce sont des militaires, justement. Mais en même Les temps, il y a militaires, une part d'improvisation incroyable. ah ben, l'improvisation, oui, mais une improvisation maîtrisée. C'est pas à la fois Maîtrisée par ceux qui donnaient les c'est pas une ordres. promenade de santé, contrairement, c'est pas, on n'y va pas comme ça pour se promener le long du Tage et arriver tranquillement au Terreiro do Passo. Donc c'est plein de dangers, c'est plein d'incertitudes. Mais Otello et quelques autres ont préparé l'affaire assez sérieusement. Puis il y a une répétition générale quelques semaines avant, enfin générale, En un mars. coup d'éclat qui a tourné court avec à Caldas da Rainha. Il y a un soulèvement d'un régiment qui a capoté, qui a mal fonctionné. Et là, Otello et quelques autres ont observé comment ça se passait. Ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quels sont les régiments sur lesquels on peut s'appuyer. Compter sur l'armée de terre plutôt que sur les autres, on va dire. Ils savent très bien, ils ont organisé leur truc. Alors après, ben, c'est le problème de l'événement, c'est ça, tu me demandais tout à l'heure, mais c'est fascinant dans un événement comme le 25 avril, c'est que l'événement, c'est la part de l'aléa aussi. Eh oui. On a beau avoir des forces profondes qui expliquent en amont que voilà, le régime était quand même un peu à bout de souffle, qui tenait bon avec la police politique et des soutiens occidentaux, qui avait eu des résistances nombreuses ici et là, mais il est toujours en place. Et qu'est-ce qu'il fait avec son cortège d'incertitudes et de points de zone d'ombre? Comment ça se fait-il qu'en moins d'une journée, ça s'effondre avec ce mélange de détermination, de force de conviction, de chance aussi, et de préparation en amont? Parce que les centres d'écoute, à Pontinha, ils ont écouté tout ce qui se disait au sein du gouvernement, ils ont coupé les communications, c'est les grandes oreilles un petit peu, ils sont quand même très 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 bien renseignés, très Mais bien à la fois, tous organisés. ces petits événements qui ont fait que ça peut être Ça qui aurait a un pu peu être capoté. autre. Il y a Claudio qui nous pose une question. C'est vrai, maintenant j'y repense. Salazar, la chaise, la chute de la chaise, c'est vrai ou c'est faux? Et il a chuté de sa chaise au mois d'août 1968 Et au c'est fort d'Estoril. Alors après, la question qui est controversée, c'est savoir si c'est cette chute de cette chaise qui a entraîné cet hématome et cet hématome qui va être traité au mois de septembre, opéré, et qui ensuite va déboucher sur un AVC qui va le contraindre, qui va conduire le chef de l'État à le démissionner, enfin le démettre de ses fonctions. Mais bon, cette chute, elle est très symboliquement forte parce qu'il tombe de sa chaise. C'est ça. Il tombe de sa chaise, da cadeira. Vrai ou Et faux? elle a une force. Symboliquement. Après, la question médicale, elle est un peu plus controversée parce que certains disent que c'est peut-être pas ça, mais d'autres éléments qui ont provoqué cet hématome et cette perte de conscience ensuite qui va lui être fatale. Bon, voilà, mais ça, reste le symbole. Il y a Lionel qui nous dit Mission impossible au Portugal avec Tom Cruise en Captain May, ça pourrait être pas mal.
Ouais, mais je suis pas sûr que Tom Cruise, c'est peut-être parce que Maya, le soir du 25 avril, il se retire, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a, Alors, il y a un côté mission impossible, mais une mission réussie. Mais le héros anonyme qui se retire au soir de l'événement, moi, je sais pas, il faudrait demander à Tom Cruise, mais il faudrait mettre des gros moyens quand même. mais du coup, c'est intéressant ça, c'est vrai. Par exemple, Maya, on retient cette figure comme un des capitaines, un héros, et finalement, il s'efface comme tu le dis. Oui, c'est tout à fait, c'est ça On en qui. parlait tout à l'heure en off, Mais quand oui, il nous quitte, c'est en en 92, 92, heu, ouais. per on n'y prête pas attention. Assez anonyme. Mais c'est ça qui le rend très iconique Maintenant, aujourd'hui. Bah oui, aujourd'hui. c'est-à-dire que d'abord, ce qu'il a fait la journée du 25 avril, le porte-voix, cette détermination, ce sang-froid Cette incroyable, photo. ce sang-froid incroyable dont il fait preuve, et au soir de l'événement, bon, ben, il considère que il a fait son. On a tous vu cette Bah photo. oui, il Il a. est là, sur son blindé, Voilà. ou un 4x4, je sais plus trop. Mm. Le peuple tout autour, il est Voilà, là avec c'est place son du Carme, mégaphone. au Carme ou à la caserne du Carme, devant, il harangue la foule pour dire, en gros, planquez-vous, mettez-vous à l'abri parce qu'on va faire des tirs de sommation. Toujours cette présence physique, quand on parlait de la violence, ils ont les munitions et ils vont tirer sur la façade. Il y a des rafales de mitraillettes qui partent dans la façade pour mettre la pression et intimider les forces restées à l'intérieur, et notamment Caetano qui observe tout ça. Et en Et même temps, je crois que c'est ça, redis-moi dans la chronologie si je me trompe ou pas, mais quelques heures avant, il fait face au char oui, des forces restées loyales. Il s'avance avec un mouchoir. Cette fameuse photo aussi où on le voit courir en revenant vers ses troupes à lui pour dire c'est bon, c'est bon. ils vont pas nous tirer dessus. C'est-à-dire à la fois prêt à en découdre, mais toujours l'obsession de ne pas faire couler le sang. Et il a moins de 30 ans à l'époque, hein, il n'a pas encore fêté ses 30 ans. Donc c'est ça qui le rend très, très fort, très iconique, très admirable, parce que en gros, bah, il Il est évite l'homme le bain de clé. sang. Ouais, il est l'homme clé, il applique les directives, les instructions qu'on lui donne, que Oscar, enfin Othello de Carvalho lui donne, et d'autres. Et il est toujours très déterminé, très, très efficace, sans s'énerver outre mesure. Il a ce sang-froid, mais qu'il a acquis justement au combat. Parce qu'il s'est battu en Guinée, il s'est battu au Mozambique, il connaît très bien la guerre coloniale, il a été un officier de terrain. Et donc, lui, il ne s'en laisse pas compter de mots, il est dans son rôle et il le fait avec beaucoup de résolution, beaucoup de détermination. Et bon, et alors dans le film, Capitaine Zabril, on voit ce sourire aussi extraordinaire avec l'acteur qui l'interprète. Mais Maya, voilà, c'est la figure iconique, c'est devenu la figure iconique du 25 avril parce que en plus, bah, c'est d'une dimension incroyable. Au soir même, il dit, bon, ben voilà, j'ai fait mon boulot, à vous de jouer maintenant, C'est quoi. épique. C'est épique, c'est très rare, c'est-à-dire qu'un acteur de premier plan qui se retire à la fin du premier acte ou du deuxième acte en disant on a fait le job, quoi. Mais il y a un côté quand même, enfin, je sais pas, Antiquité, Iliade, les grands héros. Il y a un côté de cet ordre-là. Et de par le fait que c'est tout ça en quelques heures. Je suis sûr, je sais pas, on verra dans 50, 100 ans, mais moi je suis persuadé que ce sera encore repris comme film, qui sera encore plus remis en avant comme un héros, enfin je l'espère. Ça c'est l'histoire qui le dira, mais je reprends aussi, je crois que c'est la RTP qui a sorti l'année dernière un biopic, un film en 2 épisodes. Je Mm, crois qu'il était destiné au sortir au cinéma aussi, mais après souvent à la télé au Portugal, ils mm. les coupent pour en faire des séries sur l'histoire Maya. de Maï. Et moi je l'avais vu à la télé en Portugal, il était vraiment très bien. Si vous avez l'occasion aussi, n'hésitez pas. C'est un personnage à découvrir qui, bah voilà, un des hommes qui a fait que ça s'est bien passé. Que voilà, ça s'est bien passé et que c'est passé à l'histoire comme un moment clé de l'histoire du XXe siècle. Les amis, il est déjà 13h47. Voilà. Aujourd'hui, c'était le premier invité d'une longue série, puisque bah voilà, jusqu'à fin avril et au-delà. Parce que bah voilà, un anniversaire, si c'est juste pour fêter les 50 ans de la liberté, on l'a pas dit, mais ce 25 avril aujourd'hui est devenu Dia da Liberdade. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Beaucoup de gens pensent. J'avais fait un jeu quiz où je demandais aux gens, un peu sur le mode o preço certo, quel est le jour de la fête nationale du Portugal. Et je donnais trois possibilités: 25 de abril, 10 de junho, et l'autre c'était a C'était restauração. Primeiro de Voilà. décembre. Et ben beaucoup de gens ont répondu 25 avril. Oui, ben, c'est à la fois, bon, c'est révélateur aussi, c'est-à-dire que très certainement, le 10 juin, bon, on connaît son histoire, Camões et tout le reste, mais la force du 25 avril, justement, ça a été pratiquement de supplanter tout le reste, d'écraser tout le reste.
Et je dirais que, quelque part, à titre personnel, je dirais presque tant mieux. C'est certainement la grande date je disais du XXe siècle portugais, mais c'est une date tellement majeure dans l'histoire du monde que voilà, elle aurait droit de citer pour devenir presque le jour de la fête nationale. C'est déjà le jour de la liberté, mais il faut continuer de la. Dans l'inconscient des gens, c'est la fête nationale du Portugal. C'est- ouais. J'apporte un petit bémol. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui ont dit 25 avril, fête nationale, j'ai l'impression qu'ils sont nombreux à vivre à l'étranger. C'est possible également parce que oui, il faudrait Faudrait pousser apprécier, il l'étude, faudrait mais pousser l'étude, mais c'est symbolique des dates. Enfin, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on en retient? Comment c'est instrumentalisé? Comment c'est utilisé? Je dirais que le 25 avril, pour les gens à l'étranger, les non-portugais, c'est la date de référence. Et effectivement, certainement que le 10 juin, parce qu'il y a une construction, d'abord, c'est une fête nationale depuis maintenant un siècle à peu près on au a fait Dia Portugal. das Comunidades et Et da voilà, Língua de et da língua Camões. portuguesa Voilà. das comunidades de Portugal, de Camões, et longtemps ce fut o Dia de Portugal, Camões e da Raça, Ouais. Ne l'oublions pas, au Salazar. temps du régime salazariste. Donc on était dans autre chose. Mais c'est un événement, enfin une date symbolique, qui a une force aussi très grande, et surtout quand on veut, on l'évoquait tout à l'heure, évoquer tout ce qui tourne autour de la lusophonie, de la langue, et les communautés portugaises. Bon bah voilà, on pourrait encore discuter longtemps, longtemps. Merci d'avoir participé, d'avoir été présent. On peut aussi parler, en effet, elle a raison Muriel, le pont Salazar qui est renommé Pont 25 de Abril. Il y a eu plein d'événements. On peut regretter en effet que la place 25 de Abril à Lisbonne soit toute petite et anonyme. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. On en parlera la semaine prochaine avec Ouais. mon invité. On va pas dire qui c'est parce que mystère, mais Il faudrait, mais c'est impossible à faire, la place du Carmo, qui serait la place du 25 avril, quelque part. Mais bon, quelque part c'est oui. la place du Carmo. Et donc voilà, bah, ça va être toute une série de rencontres avec des historiens, des gens qui viendront témoigner, qui l'ont vécu ou à qui on a raconté. Voilà, il y aura tout plein de célébrations à ma façon, à moi, pour ne pas oublier, pour ne pas transmettre que la liberté que nous avons aujourd'hui, en tout cas de par nos origines portugaises, c'est acquise il n'y a pas si longtemps que ça. 50 ans, c'est à la fois beaucoup et en même temps, bah, c'est rien. Que la liberté, on peut le constater aujourd'hui dans le monde, au travers de l'histoire, de tout ce qui nous arrive, de ce qu'on voit arriver. Il suffit d'allumer le poste de télé. Bah, la liberté, c'est très facile de la perdre aussi. Ça peut aller très vite. Fragile. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc vous procurer ce livre et celui-ci pour comprendre comment bah, cette dictature qui a été la plus longue d'Europe s'est installée de façon entre guillemets plus ou moins anonyme de par son protagoniste au départ, qui a pris le pouvoir, qui a mis ses petites billes à droite à gauche jusqu'à prendre le pouvoir pour ne plus le lâcher. Et puis bah, n'oubliez pas, en ce moment, dans ce magazine qui fait référence, c'est la base, le magazine de l'histoire qui sort tous les mois, un dossier complet. Portugal, couverture. 1974, regardez. 50 ans. 50 ans pour ne pas oublier. Et puis bah voilà, moi c'est aussi mon credo, liberdade, sempre. On n'a pas eu le temps de parler de la fleuriste, Ah, Céleste Cairo, qui est celle qui a baptisé la révolution, sans le vouloir. sans le vouloir presque, Mais c'est mais ça, avec finalement, un acte. cette révolution, il y a eu plein de choses sans le vouloir. Exactement, c'est cette part d'improvisation, de génie qu'ont eu certains dans l'action. C'est-à-dire, on distribue des fleurs, les œillets, quand on vous demande une cigarette, quoi. C'est ça. C'est fort. Lisez les livres. Rendez-vous aussi pour ceux qui veulent me retrouver sur scène à travers toute la France, puisque dans le spectacle, bah voilà, il y a 3 petites parties dans lesquelles je parle de cela, puisque Portugal voyage au centre du monde en aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de souvenirs et de rires. Si ce spectacle existe, c'est parce que en août 1974, c'est ce que je raconte, pour la toute première fois, les hommes et femmes qui avaient émigré à Salto, donc eux ont pu retourner pour la toute première fois, passer des vacances, as vacances, au Portugal. Et bah voilà, le propos de l'histoire, c'est ça aussi. Donc c'est ma façon à moi de célébrer ces 50 ans de révolution, de liberté. On n'a pas parlé des 3D, démocratisation, décolonisation et développement. Il y aurait tellement de choses à dire, mais donc bah voilà, rendez-vous aux éditions Chandaigne, rendez-vous avec le magazine où vous aurez aussi tout plein de dates de rendez-vous avec Oui. toi et tout plein d'autres historiens. Tout à fait, voilà, c'est assez complet, voilà, pour la suite. Il y a plein de choses à découvrir pendant l'année qui vient, pendant le semestre qui vient, c'est très riche et voilà, on vous attend.
Faire en sorte que voilà, ce soit pas juste une commémoration tout simple, mais qu'on garde le souvenir en tête que bah la liberté, bah il a fallu se battre pour la retrouver. Et que bah voilà, il n'appartient à nous que de la défendre chaque jour au travers des votes et au travers des commémorations, célébrations. C'est la fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Déjà, je peux vous dire qu'on parlera encore de révolution des œillets, mais on changera de point de vue. Et comme c'est la tradition pour le Frantugay Mag, maintenant à chaque fois, je vais vous dire au revoir et laisser le micro pour les mots de la fin, les mots de la fin à mon invité. Yves Léonard, historien, fan du Portugal, avec peut-être bientôt la double nationalité lui aussi. Ah, Qui sait? ah, ouais, peut-être un jour, oui, 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 c'est un rêve peut-être, oui, qui sera assouvi. Bon, j'ai quelques titres à faire valoir, mais bon, c'est pas encore la priorité. Non, moi, le plaisir, parce que c'est un événement tellement fort. Moi, très heureux d'avoir passé ce moment avec vous et avec José, parce qu'il faut le rendre vivant, accessible, concret, et dire à quel point je ne cesse de le respecter. Il faut célébrer ce moment unique dans l'histoire du monde au XXe siècle. Donc, je terminerai en portugais en disant Vincent d'Abril sempre e obrigado.